Donc maintenant, on va parler toujours de système différentiel linéaire, mais aborder la notion de point stationnaire d'un système différentiel linéaire. Alors, un point stationnaire ou un état stationnaire d'un système différentiel, y' égale à y plus b, c'est un élément qui vérifie quoi? Eh bien, a y bar plus b égale 0, c'est-à-dire que le y' va être nul. Donc, premier résultat, eh bien, si ma matrice grand A est inversible, alors le seul état stationnaire du système différentiel, y' égale à y, eh bien, la seule possibilité pour d'avoir y' égale à 0, c'est grand A fois y égale 0, et la seule possibilité, c'est que y bar est le vecteur nul, donc n étant la dimension de la matrice A, donc que des zéros. Et puis, si j'ai y' égale grand AY plus B, alors l'état stationnaire, y bar, la seule possibilité, donc c'est ça égale à 0, et bien par le calcul, on obtient moins A moins 1 fois B. Donc, unicité de l'état stationnaire si la matrice est inversible. Alors, maintenant, je vais aborder la notion de stabilité, puisque je vous ai dit que il est important de savoir ce qui se passe si, par exemple, si je connais l'état stationnaire de mon système, mais que je suis à proximité de cet état stationnaire, ou si ça a été un petit peu perturbé, donc je ne suis pas exactement à l'état stationnaire. Donc je prends y indice z, la solution de y' de t égale à y plus b, et je sais que à l'instant t0, cette courbe passe par une certaine valeur que j'appelle z. Eh bien, on va dire que y indice z0, donc ça c'est celle qui, à l'instant t0, passe par la valeur z0, on va dire qu'elle est stable. Eh bien, si les solutions dont la condition initiale est proche de z0, eh bien, si ces solutions-là, qui sont juste à côté au départ de z0, eh bien, si elles restent proches de z0 au cours du temps, alors, ce n'est pas une définition très mathématique que je vous donne là, mais pour notre utilisation, ce sera suffisant. Ensuite, y de z0 va être asymptotiquement stable. Eh bien, si en plus, les solutions qui sont parties pas loin du z0 vont converger vers la solution de yz0. Une solution sera dite non stable ou instable. Si jamais elle n'est pas stable, donc si elle n'est ni ceci ni cela, on va dire que la solution est instable ou non stable. Alors un petit dessin, très rapidement, pour avoir une idée géométrique. Ici, vous voyez, vous partez d'un point, on va dire Z0 ici, je ne pars pas très loin. Au fil du temps, eh bien, les deux solutions se rapprochent, c'est-à-dire que la courbe jaune, elle converge vers la courbe bleue. Donc si on considère que y de z0 c'est celle-ci, l'autre, elle est attirée par la courbe bleue. Alors, évidemment, le dessin, là, c'est en dimension 1, puisqu'en dimension supérieure, c'est extrêmement difficile à voir. La stabilité, eh bien, vous voyez, vous avez deux solutions. Et au cours du temps, les deux solutions, elles étaient proches, assez proches l'une de l'autre, elles restent à proximité l'une de l'autre. Alors là, l'écart ne varie pas, mais il peut un petit peu varier, mais ce qui est important, c'est que sur le long terme, les solutions ne s'éloignent pas l'une de l'autre. En revanche, instable, la courbe violette était proche de la courbe bleue, donc ici, et bien ce qu'on constate, c'est que la courbe violette ici s'éloigne, et on peut imaginer que ça s'éloigne de plus en plus. Et donc dans ce cas-là, ce sera instable. Donc ces notions de stabilité peuvent s'appliquer à n'importe quelle solution, mais nous, on va surtout les utiliser pour les états stationnaires. Alors, résultat finalement que nous allons utiliser. Donc dans tout ce qui suit, je suppose que la matrice est inversible, sinon ça n'aura pas d'intérêt, on n'aura pas de cas comme celui-là. Donc si j'ai le système différentiel y' égale à y, eh bien si toutes les valeurs propres de ma matrice grand A sont de parties réelles strictement négatives, alors quand je dis de parties réelles, ça veut dire que ça comprend évidemment les valeurs propres qui sont complexes, mais dedans je prends aussi les valeurs propres qui sont réelles, sachant qu'à ce moment-là, la valeur propre n'a qu'une partie réelle.
D'accord? Donc soit les valeurs propres sont strictement négatives, soit les valeurs propres sont de parties réelles strictement négatives. À ce moment-là, le 0, qui est le seul état stationnaire puisque ma matrice est inversible, c'est un point stationnaire globalement asymptotiquement stable. Ce qui veut dire que, quelles que soient les solutions de ceci, toutes les solutions vont tendre vers le point 0 de Rn. Donc tout va converger vers 0 ou 0, 0 ou 3, 0, ça dépend de la dimension du petit n. En revanche, dès qu'une des valeurs propres de A va être soit strictement positive, soit de partie réelle strictement positive, alors 0, c'est un point stationnaire instable. Et donc, les solutions vont être repoussées par ce 0. Ça va s'éloigner de 0. Alors, pourquoi ceci? Je vais faire des petits dessins pour essayer d'expliquer ce résultat très brièvement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a vu que nos solutions, ce sont des exponentielles lambda t. Alors, si lambda est négatif, je prends une valeur à l'instant 0 et je trace une courbe ici qui est une exponentielle lambda t. Ce qu'on constate, c'est que si lambda est négatif, cette courbe est décroissante et ça tend vers ici la valeur qui est la valeur nulle. Donc quand lambda est négatif, exponentielle lambda t, ça tend vers 0. Quand lambda est un nombre positif, à ce moment-là, si vous prenez un point de départ ici, exponentielle de lambda t, c'est cette courbe ici, et cette courbe, elle explose, elle tend vers l'infini, et donc ça ne s'approche pas du 0. Même si je pars tout près du 0, le comportement va être le même, ça va exploser, tendre vers plus l'infini. Alors, le cas de figure, le troisième cas de figure qu'on peut avoir, c'est un lambda qui est un nombre complexe. Donc, lambda égale à un alpha plus i bêta. Alors, si lambda est de la forme alpha plus i bêta, on a dit que les solutions c'était des exponentielles alpha, et puis ensuite c'est des sinus et des cosinus. Donc moi si je trace par exemple un sinus, ici je trace un sinus de bêta t, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici ça oscille au voisinage, enfin autour de la valeur 0. Et donc, premier cas numéro 1, j'ai deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, qui sont des deux valeurs réelles et qui sont toutes les deux négatives. Je rappelle qu'on a dit que les solutions c'était des C1 V1 exponentielle lambda 1t, C2 V2 exponentielle lambda 2t. Ce qui veut dire que si je fais un petit dessin des fonctions x1 de t, x2 de t, enfin ça dépend de la dimension, eh bien ce que je peux dire c'est que ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0, puisque les deux exponentielles sont des exponentielles comme ceci. Et donc ma fonction x de t, les composantes de x de t, x1, etc., vont toutes avoir le même comportement, c'est-à-dire que ça va tendre vers 0, dans le cas où mes deux valeurs propres sont strictement négatives. Si j'ai une des valeurs propres, donc deuxième cas, si par exemple lambda 1 est positive, ou l'une ou l'autre est positive, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des choses comme ceci. Parce que, à un moment donné, donc ça va peut-être descendre à cause de la valeur propre qui est négative, mais à cause d'une des valeurs propres qui est positive, on va avoir des courbes qui vont exploser. Si jamais les deux valeurs propres, troisième cas, lambda 1 et lambda 2 positives, alors j'ai oublié, pardon, de dire que ici elles étaient toutes les deux réelles, ici elles sont toutes les deux réelles, hein. Ici réelles aussi. Et donc là, si les deux sont positives, alors là, il n'y a pas de question à se poser. De toute façon, donc,
Ici, on a déjà fait les 3 premiers cas où les valeurs propres étaient toutes réelles, hein, avec différents signes possibles, hein, les 2 négatives, une des 2 négatives et une positive, et les 2 positives. Maintenant, restent les cas où ces valeurs propres, ce sont des valeurs propres complexes conjuguées. Alors, ici, donc, si lambda 1 et lambda 2 sont des complexes, évidemment, forcément, ce sont des complexes conjugués. Eh bien, premier cas, si la partie réelle alpha est négative, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que dans l'expression que je renote x de t, c'était une exponentielle alpha t, donc alpha la partie réelle, et puis on avait dit un h1 cosinus bêta t et un h2 sinus bêta t. Donc le fait que le alpha soit négatif, ça va faire que non seulement, donc ici on a des sommes de sinus et de cosinus, donc des oscillations de ce genre-là, mais le fait que le alpha soit négatif, l'exponentielle elle va tendre ici vers 0, et donc quelque chose qui tend vers 0 avec quelque chose qui oscille, eh bien je vais avoir quelque chose qui part par exemple d'ici, donc des oscillations, mais ces oscillations au fil du temps vont s'amortir. Donc plus ça va, plus ça oscille tout le temps, mais ça s'amortit. Le cas avec toujours mes 2 valeurs propres complexes conjuguées, alpha qui est égal à 0, donc à ce moment-là il n'y a plus d'exponentielle, donc c'est des sommes de sinus et cosinus, et donc ça donne des choses, des courbes comme ceci, pour les x de t. Et le dernier cas, toujours 2 valeurs propres complexes conjuguées, mais là le alpha, la partie réelle de la valeur propre est strictement positive, et donc à ce moment-là, ici, eh bien, ça va produire des oscillations, mais ça va faire que le nombre qui est ici est de plus en plus grand. Donc mes oscillations, au lieu de diminuer au fil du temps, eh bien, mes oscillations, elles, vont... Alors c'est assez symétrique hein, par rapport à 0, mais les oscillations, les oscillations sont de plus en plus grandes, avec une amplitude de plus en plus grande. Voilà. Et donc, ça termine la partie sur les systèmes différentiels linéaires, l'étude des points stationnaires et de leur stabilité.